Alors, on va enclencher la vectorisation. On va chercher fenêtre vectorisation de l'image. Donc, vous enclenchez la vectorisation couleur sur cette image en cochant la case aperçue. L'image étant sélectionnée, bien entendu. Ah, il dit que ça va être un peu lent. Ben, c'est pas grave. Ok, il dit qu'il y a beaucoup de pixels, ça risque d'être un peu lent. Bon. Ben, on va modifier l'image dans Photoshop, on va réduire son nombre de pixels. Donc on ne ferme absolument pas, le processus dans Illustrator jusqu'à présent il est bon, on est entré en processus de vectorisation de l'image couleur. Mais il se trouve qu'il y avait un message qui disait qu'il y avait un peu trop de pixels, donc on va passer maintenant dans Photoshop pour réduire le nombre de pixels de cette image. Et pour ça, vous allez d'abord faire apparaître la palette des calques. Menu fenêtre calque dans Photoshop. Vous allez faire un clic droit à droite du nom du calque et demander convertir en objet dynamique. Voilà. Ça va me permettre de modifier le nombre de pixels qui composent ce cône, de le modifier autant de fois que je veux sans que la qualité se dégrade. En gros, c'est ça l'intérêt de mettre un objet dynamique. Par exemple, allez-y, allez dans Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image. Est-ce que vous voyez que la résolution est à 72 ici? Bon, ben, essayez de la mettre éventuellement à 8. Essayons 8. OK. Voilà. Zoomez sur la crème glacée. Regardez ce qui lui est arrivé. Il y a très peu de pixels qui composent la crème glacée. Grâce au fait qu'on a, avant de faire cette opération, diminué le nombre de pixels de l'image, on a d'abord demandé que le calque devienne un objet dynamique, en faisant un clic droit, convertir en objet dynamique. Eh bien, je peux maintenant faire réapparaître le détail en allant dans Image, taille de l'image. Et à la place de 8 pixels par pouce, j'ai oublié de vous dire que ceci doit être enclenché, mais je pense que vous aviez compris. Rééchantillonnage était enclenché chez vous. Sans ça, on n'arrive pas à modifier les choses correctement. Bon, ben je vais mettre 36 par exemple. À la place de 72, je mets 36. OK. Je zoome en arrière, je zoome sur... Voilà, vous voyez que le détail est réapparu. Le détail est réapparu. Et ça, c'est uniquement grâce au fait que j'ai mis au départ le calque arrière-plan dans un objet dynamique en faisant clic droit, convertir en objet dynamique. Si j'avais pas fait ça, réduire à 8 pixels par pouce, puis remonter à 36, ce serait complètement flou et foireux. Bon, 36 pixels par pouce, c'est ce qu'on a maintenant. Hein? Vous avez ça aussi? 36 pixels par pouce. Dans Image, taille de l'image, on voit qu'on est à 36 pixels par pouce. Ça me fait une image qui a 4 fois moins de pixels. En diminuant les dimensions d'un carré par 2, la largeur et la hauteur, un carré de 2 cm sur 2, vous en faites un carré de 1 cm sur 1. C'est pas 2 fois moins de surface, c'est 4 fois moins. C'est le principe ici. En passant de 72 à 36, on a 4 fois moins de pixels. On met à jour le fichier enregistré. Fichier enregistré, je ne change pas le nom bien entendu. C'est pas enregistré sous, c'est fichier enregistré. Du coup, dans Illustrator, on a une image qui est composée de 4 fois moins de pixels. Ça va aller plus vite pour la vectoriser en couleur. Vous vous souvenez que Illustrator nous avait mis un message disant que la vectorisation risquait d'être lente. Voilà, donc on a résolu le problème. Vous vous souvenez que tout à l'heure, on avait résolu le problème en modifiant le nombre de pixels de l'image dans Illustrator. C'était sur notre image oui, l'image précédente, le clip art de la crème glacée.
Ici, on l'a résolu différemment, le problème. On l'a fait dans Photoshop. Si vous suivez un jour une formation Illustrator avancée, vous allez voir que cette technique est extrêmement intéressante quand on vectorise en couleur. Modifier le nombre de pixels dans Photoshop. Alors, dans la boîte vectorisation d'image, on va passer en couleur. Donc, ça prend encore du temps. Il y a quand même moins que s'il y avait 4 fois plus de pixels. Voilà. Donc, actuellement, on a des couleurs que vous voyez, mais ça, faut voir, ça ressemble encore beaucoup à une photographie, en fait. Est-ce que ça a de l'intérêt? En fait, quand on vectorise en couleur des photos, on aime bien que ça ne ressemble plus vraiment à une photo, que ça commence à ressembler à un dessin. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez pouvoir modifier ici le nombre de couleurs. Je vais essayer de passer par exemple à 5 couleurs sur le curseur là. Ça calcule. Voyons ce que ça va donner cette crème glacée avec seulement 5 couleurs. Voilà. Ah ben ça commence à devenir plus graphique. Ok. Vous pouvez tester en tapant d'autres valeurs ici, éventuellement 3, touche tabulation. On attend de voir ce que ça donne. Ouais, pas terrible. Peut-être 7, touche tabulation. C'est limite si l'image n'a pas encore trop de pixels. C'est un peu lent chez moi. Voilà. Ah, voilà, c'est différent. Hein. Elle est repassée en 30 ou en 36? Là, elle est en 7. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en 30? Elle est repassée en 30. Choisissez ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez les tracés ici pour évidemment les curseurs, tracés, angle, bruit pour influencer le résultat. Éventuellement, est-ce que vous voulez que ce soit fort fidèle ou pas au résultat? Voilà. Ah tiens, c'est marrant ça. Oui, il y a quand même, ça devient très graphique à certains moments. Ça peut être très, très intéressant. Voilà. Bon, je trouve ça sympa. Évidemment, on peut y passer un peu de temps et le nombre de résultats possibles est assez extraordinaire. Donc, il y a une petite astuce quand même. Hein, parce qu'on pourrait voir passer des résultats qui sont bons et continuer à chipoter là-dedans et ne jamais revenir aux résultats qui étaient bons. Donc, je vous donne une astuce. Quand vous voyez un truc qui est pas mal comme résultat, faites ceci. Avec la flèche noire, dupliquez la vectorisation et sur le duplicata, continuez les recherches. Comme ça, votre version là qui est à gauche là de chez moi, elle reste, hein, elle n'est pas perdue. Et après, vous allez comparer quelle est la meilleure version. Et vous pouvez le faire comme ça dans Illustrator, vous pouvez dupliquer 5, 6, 7 fois. Voilà. Après, il va falloir comparer. Comparer cette version-ci, qui est plus simple, graphique, avec celle-là qui est moins géométrique, en fait, celle-ci, par rapport à celle-là. Voilà. Vous voyez les possibilités. Ça, c'est avec les curseurs, mais bien sûr, je peux également encore dupliquer et modifier le nombre de couleurs qui est généré par la vectorisation. Là, je vais passer à 3, touche tabulation. Donc j'ai encore dupliqué avec la flèche noire, avec la touche Alt en déplaçant mon objet vectorisation. Voilà. Là, franchement, ça se voit que j'ai 3 vectorisations avec des résultats différents. Et pourtant, c'est la même image qui est derrière. C'est juste que dans le panneau vectorisation, c'est pas les mêmes paramètres. Ici, j'ai 3 couleurs pour cette vectorisation-ci. Et pour celle-là que j'active maintenant, j'en ai un peu plus, normalement. Ah oui, il montre... D'accord. Il y en a 7 en fait. Mais le piège, c'est qu'il remet la valeur 30 en fait. Mais il y a réellement 7 couleurs. Oui. Etc. etc. Donc, on revient à ce que je disais l'autre jour. Être créatif, c'est faire des choix. Et pour faire des choix, il faut avoir... se donner le choix. Se donner les choix. Pour pouvoir comparer et choisir. Ah, celle-là est pas mal finalement. Ouais.
Et alors, c'est pas tout, parce qu'en fait, le... Ah, pas mal celle-là. J'aime bien ça. Bon, je vais enregistrer sur le disque dur. Donc, elle s'appelait comment celle-là? Ice Cream in a Cone. Oui. Bon, le panneau vectorisation couleur de Illustrator est assez limité. Vous avez vu, on a fait le tour en fait. Le nombre de couleurs, les 3 curseurs, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Éventuellement ignorer le blanc, oui, pour avoir une crème glacée qui est entourée de transparence, à condition qu'elle ne contienne pas elle-même du blanc sur elle, sinon ça va devenir transparent. Et l'astuce pour que ça ne devienne pas transparent, ce sera de transformer le blanc de la crème glacée en gris clair dans Photoshop. Mais on n'a pas le problème ici. Donc évidemment, l'option ignorer le blanc doit être cochée quand on fait la vectorisation de cette image. Bon, je vous disais donc le panneau est assez limité, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir modifier l'image dans Photoshop pour influencer le résultat dans Illustrator. Ah ah, et oui. Et ça, c'est une très bonne astuce. Vous avez tous les outils Photoshop qui vont pouvoir influencer la vectorisation de Illustrator. Par exemple, je reviens dans Photoshop et je vais mettre un calque de réglage par-dessus la crème glacée. Par exemple, teinte de saturation, restons là-dessus. Vous vous souvenez comment on faisait dans la palette des calques de Photoshop? Il faut utiliser ce menu-là et demander teinte de saturation. À partir de là, vous avez un panneau propriétés qui arrive. Alors regardez ça, ne faites rien, regardez, quand on modifie le curseur ici, ça balance les couleurs sur la roue chromatique. Bon, c'est pas ça que je vais faire. J'ai du vert et de l'orangé, en gros. Je peux dire que je vais modifier uniquement ce qui est vert. À la place de global, je mets vert. Et quand je modifie, ça modifie uniquement ce qui est vert. Ah ah. Je fais fichier enregistré, sans changer le nom, bien entendu, puisque ce fichier est utilisé par Illustrator. Je vais voir dans Illustrator ce que ça dit. J'attends un peu que ça recalcule. Là, il y a quand même 4 vectorisations à recalculer, en fait, je pense. Vous avez enregistré sur Photoshop là, quand... Oui, il y a beaucoup de vectorisations. Hein. Si on masquait certaines vectorisations et se focalisait seulement sur celle qui est la meilleure, vous voyez dans la palette des calques, si on enlevait les yeux en face de certaines vectorisations, ça prendrait moins de temps. Voilà. Donc, c'est génial ça. Quand je dis qu'on a plusieurs vectorisations, ça veut dire que j'ai la même image qui subit chaque fois une vectorisation avec des paramètres différents. Hein. C'est ça le but. Hein. J'ai fait des recherches. Cette crème glacée-là n'est pas la même que celle-là, qui n'est pas la même que la précédente. Il y a des subtilités en fait. Voilà, il faut décider en regardant quelle est la meilleure. Ah, finalement, la première est pas mal. Ouais. Ça dépend évidemment de ce qu'on veut faire. Parce que c'est vraiment transformer des photos en un dessin. Il y a possibilité aussi, bien sûr, de séparer la crème glacée de son cône et de faire 2 vectorisations différentes aussi. Ah oui, tout est possible. Mettez un message au milieu. Ah. Ok, je reviens dans Photoshop. On va dire ma crème glacée rose là, c'est bien. On peut la mousser alors. Bon, regardez dans Photoshop. Je vais ajouter au-dessus du calque de réglage teinte saturation qui est actuellement activé, je vais ajouter un réglage qui va modifier la luminosité et le contraste.
Vous allez dans le petit menu ici, vous allez demander courbe. Et voilà un réglage de courbe. Et dans le panneau propriété, vous avez autre chose forcément qui correspond à ça. Hein, si je passe sur le réglage teinte saturation, c'est la teinte saturation. Si je passe sur le réglage courbe, c'est le réglage des courbes. Alors, vous allez modifier ici le mode de fusion du calque de réglage. Vous allez faire passer en luminosité. Donc on passe du haut du menu des modes de fusion vers le bas du menu des modes de fusion. Tout en bas, luminosité pour ce calque de réglage de type courbe. Vous mettez 2 points dans le réglage des courbes, clic, clic. Si vous en avez mis un troisième, vous pouvez le sortir en le prenant et en le sortant du graphique. Et vous bougez les 2 points pour modifier le contraste. Voilà. Ça, c'est le contraste. Et la luminosité en même temps. Si vous voulez voir avec et sans, il suffit de cocher et décocher l'œil ici, et vous avez avec et sans. C'est du non destructif. Les pixels originaux sont toujours là, entièrement dans l'objet dynamique. On ne fait que modifier l'aspect de l'objet dans Photoshop. C'est-à-dire que je pourrais même avoir un réglage des courbes qui fait un truc vraiment complètement noir ou complètement clair. Voilà, comme ça par exemple. On n'a pas perdu les pixels originaux. Ils sont toujours là entièrement dans le réglage. C'est du réglage non destructif. Ils sont toujours là entièrement dans le calque en bas. Très intéressant ça. Donc on a ouvert le même fichier. On a ouvert le même fichier dans Photoshop et dans Illustrator. Et on a fait ça avec un fichier de type Photoshop parce que c'est un fichier qui nous permet de mettre des calques pour faire de la modification non destructive. Ça marche aussi avec un JPEG, sauf que vous allez détruire les pixels et au bout de quelques temps, faire réapparaître du détail, ce ne sera plus possible. Vous comprenez? Donc le format Photoshop est vraiment intéressant. Alors, fichier enregistré, je vais voir dans Illustrator, j'attends un peu pour voir, et ça, à mon avis, elle va devenir plus contrastée, ma glace vectorielle. Évidemment, il est en train de refaire le calcul pour tout. J'ai intérêt, je pense, à décider laquelle est la meilleure et enlever les yeux en face des autres. Ah, regardez comme c'est bien ça. Vous avez vu la différence? Incroyable, hein? Là, je suis allé dans Photoshop pour vraiment contraster et on a vraiment un résultat différent. Hein? Voilà. Bon, vous avez vu le principe. Après, il faut savoir que c'est quand même assez intuitif et empirique en quelque sorte. Hein. On fait des tests et quand on voit quelque chose qui est bien, on le garde. Alors, je vous donne une astuce parce que sinon vous n'allez pas, vous allez perdre ce que vous allez faire. Je vous montre. Là, pour l'instant, dans mon dossier, je suis en train d'utiliser. Voilà, je suis en train d'utiliser le fichier Photoshop et le document qui contient mes vectorisations. D'accord? Je vous donne l'astuce ici. On active les deux et on en fait une archive. Alors sur le PC, ce sera un peu différent. Sur le Mac, c'est activer les deux, clic droit, compresser. En faisant ça régulièrement, vous êtes certain que ce que vous êtes en train de voir dans Illustrator, vous n'allez pas le perdre, il sera récupérable à un certain moment. Parce qu'il y a toujours un danger que vous perdiez ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez soit modifié le fichier Photoshop ou le document Illustrator. Donc on intègre de manière non accessible par les logiciels, on intègre dans un zip les deux fichiers qui sont en train d'être utilisés. Et vous pouvez faire ça régulièrement et ne pas double-cliquer sur eux, sur l'archive. Hein. On la met juste dans un dossier backup. C'est juste une sécurité. Si j'ai vraiment fait un truc que je trouve génial,
vous le mettez dans un zip et comme ça vous ne le perdrez pas. Et vous continuez bien sûr le boulot sur votre fichier Illustrator et fichier Photoshop. Ouais, comme ça on les égare pas. Oui, en effet, tu pourrais aussi faire comme ceci un nouveau dossier et les glisser dedans, faire une copie puisqu'ils sont, on ne va pas les déplacer, ils sont utilisés par les logiciels, ils ne vont plus les trouver si on les déplace. Avec la touche Alt, aller faire une copie dans le dossier, ça marche aussi. Le seul danger, c'est qu'ils sont accessibles par les logiciels et vous risquez de vous embrouiller. D'ouvrir un fichier que vous allez... Ça pendant qu'on travaille en fait. Oui, pendant qu'on travaille, c'est ça. Pas l'avantage, mais- Moi, je n'aime pas trop faire du duplicata de documents parce qu'on risque d'ouvrir le mauvais document. Voilà, je le supprime pas. Tandis qu'un zip, on risque pas d'ouvrir le document par erreur, il n'est pas accessible, il est dedans. Donc, ce qui va me permettre, par exemple, d'aller me dire, tiens, finalement, le rose, c'est pas bon. Je vais aller modifier pas ça, il faut que je précise que je vais travailler sur le vert, voilà, vert, oui. Oui, c'est bizarre, hein, dans Photoshop, sur le calque teinte saturation, pour aller modifier ma glace rose, je suis obligé de descendre sur le vert, parce qu'en fait, les pixels que je modifie sont réellement verts. Hein. Voilà, je me dis, tiens, finalement, non, je ne vais pas faire du rose, je vais plutôt faire du bleu, voilà. Bleu saturé ou pas? Non, un peu désaturé, ok. Voilà. Donc, je suis dans un délire créatif. Je vais dans Illustrator et je me dis, waouh, je suis quand même pas mal comme créatif, j'ai quand même, la glace bleue, c'est quand même mieux que la rose. Là, il y a le client qui arrive et qui dit, mais mince, la glace que j'ai vue il y a 30 minutes, qui était rose, c'était génial, et ça, c'est pourri. Ben, pas de problème. Je sais que la glace rose, elle est dans mon backup. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc pour terminer la vectorisation ici, il suffira d'enregistrer notre nom, de garder les vectorisations dynamiques modifiables. Et puis la bonne vectorisation, je vais la garder, je vais supprimer les autres. Allez, disons que c'est la première qui est la meilleure. Et évidemment, je vais la décomposer. Objet, vectorisation, décomposer. J'ai des vecteurs modifiables. Je peux encore travailler les couleurs là-dessus si je veux, bien sûr. Sélectionner une couleur, par exemple. Sélection identique, couleur de fond. Et aller la remplacer par une autre du nuancier. Par exemple. Voilà. Donc n'oubliez pas que si c'est lent, vous allez dans Photoshop et vous modifiez le nombre de pixels, image, taille de l'image, et vous pouvez passer de 36 à 18. Mais ça va influencer la vectorisation, vous aurez moins de détails dans la vectorisation. Ça, il faut le savoir, dans Illustrator, il y aura moins de détails. Enfin, pas dans celle-ci, mais dans la précédente qui était dynamique. Ici, c'est déjà des vecteurs décomposés. Là, on ne peut plus y toucher aux détails.